L'écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe qui s'est de nouveau creusé en 2023. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, économiste chez Natixis. Je dis 2023, mais ça fait longtemps que ça dure, qu'il y a un écart de... Alors, quelques années, ça a pu être différent, mais globalement, il y a un écart de croissance qui est toujours en faveur des États-Unis, qui croient plus vite, plus fort que l'Europe. D'où vient cet écart ? Alors, si vous regardez l'écart de croissance... cet écart de croissance arrive au milieu des années 2000. La croissance américaine vraiment passe au-dessus de la croissance européenne. Et ce n'est pas dû à la croissance de l'emploi. L'emploi croît à peu près dans la même vitesse aux États-Unis que dans la zone euro. C'est dû à deux choses. Un, la croissance plus rapide du stock de capital des entreprises. Wow, ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire que l'investissement des entreprises est constamment plus élevé aux États-Unis qu'en Europe, ce qui fait croître... Pourquoi ils investissent plus ? Pourquoi les entreprises américaines investissent les plus ? Entreprises Parce qu'elles sont plus profitables Alors, je vais y venir dans ma explication. Je crois qu'elles ont moins de contraintes financières que les entreprises européennes pour investir. Donc, il y a une croissance du stock de capital des entreprises plus grande, qui est liée à un taux d'investissement plus élevé et qui aboutit à une croissance du PIB plus forte, quoi. Et puis la seconde chose, c'est la croissance de la productivité, qui est plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Techniquement, c'est la productivité globale des facteurs qu'il faut regarder. C'est la productivité d'ensemble du capital et du travail. Et cette productivité globale des facteurs croît... Pourquoi ils sont plus productifs que nous ? Ils sont plus productifs. Alors ça, on comprend bien. Ils ont un investissement en nouvelles technologies beaucoup plus élevé que l'Europe. Ils ont des dépenses de recherche-développement beaucoup plus fortes que l'Europe. Voilà. Et ils ont des aides publiques à l'investissement à toute période. On en a aussi en France maintenant, des aides à l'investissement. Oui, mais enfin, si vous comparez l'Inflation Reduction Act, des aides françaises, par exemple, aux 53 milliards d'euros du plan de verdissement de l'industrie, c'est 1 à 3. Quoi, 1 à 3, quand même. Donc, il y a beaucoup plus d'argent disponible. Oui, mais en même temps, on n'a pas la même taille non plus d'économie. Non, mais corriger de la taille de l'économie. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est 53 milliards en France et 450 milliards aux États-Unis. Ouais. Donc, vous divisez par 3, ça fait 150 contre 50. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Il y a quand même un facteur qui est extrêmement important, qui est qu'aujourd'hui, les États-Unis continuent à doper leur économie par une politique budgétaire extrêmement expansionniste. Les Américains, on l'a déjà dit dans cette émission, ont quasiment 7% du PIB. Alors, ils ont 7% du PIB. Alors, la prévision officielle, c'est 6,9 points de PIB. C'est le Congressional Budget Office sur l'année fiscale 2024. Bon, enfin, si ça déborde, ça ne sera pas. Et alors, la question qui se pose, et alors la zone euro, vous savez, revient à son orthodoxie budgétaire. Sous les 3%. Sous les 3%. Les Allemands reviennent à 0,35% du PIB, après l'arrêt de la cour de Karlsruhe. Donc, il y a une philosophie budgétaire qui est extraordinairement différente aux États-Unis qu'est dans la zone euro. Les Européens, majoritairement, alors c'est peut-être pas le cas des Français ou des Italiens, mais majoritairement pensent que faire des déficits publics, c'est malsain, c'est dangereux. Les Américains pensent que faire des déficits publics qui sont investis par les entreprises dans la transition énergétique, dans le progrès technologique, etc., c'est une bonne idée. Nous, on est un peu américains en France. On a 5% de déficit public. Oui, mais c'est des déficits... De ce point de vue-là, sur ce critère-là. Oui, mais c'est des déficits publics qui servent beaucoup à des dépenses de transfert, à des dépenses d'aide au ménage. À nouveau, c'est 1 à 3 sur les dépenses ciblées sur l'industrie. Alors, alors, il y a deux raisons à ça. La raison, c'est purement une raison idéologique. Donc, on croit. Les Européens, majoritairement, croient que la discipline budgétaire, c'est nécessaire, en particulier les pays européens du Nord et autour de l'Allemagne, croient que si on laisse filer les déficits publics, c'est dangereux, ça arrive à des crises, etc. Et surtout, il y a une seconde raison qui n'est pas souvent évoquée, c'est que les États-Unis bénéficient d'un cercle vertueux. Les États-Unis attirent énormément de capitaux à long terme internationaux. C'est des capitaux qui vont en obligations du Trésor américain, mais simplement un tiers du total, qui vont en actions américaines et qui vont dans les... Donc ils peuvent financer ces méga déficits. Et alors, si vous regardez, c'est 6 points de PIB d'entrée de capitaux à long terme entre investissement direct, investissement en actions et investissement en treasuries aux États-Unis, 0 point de PIB en Europe. C'est-à-dire que même si, d'un point de vue idéologique, on abandonnait en Europe l'idée d'avoir... on a une limite, limite qui est 6 points de PIB plus basse sur
sur le déficit extérieur. Hein, ça finance. Donc même si on changeait notre logiciel intellectuel, à savoir accepter on aurait des déficits publics plus élevés en zone euro. Alors aujourd'hui, il faut regarder le déficit extérieur de la zone euro. Si vous regardez le troisième trimestre, on a retrouvé un énorme excédent extérieur dans la zone euro, qui est 2 points de PIB. Les États-Unis ont un déficit extérieur de 3,5% du PIB. En très longtemps, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas avoir trop de déficit extérieur, que ce n'était pas bon. Mais ce qui compte, ça s'appelle le déficit de la balance, c'est le déficit total, c'est le déficit extérieur plus les entrées de capitaux à long terme. Donc les États-Unis ont des 6 points de PIB d'entrée de capitaux à long terme, 3,5 points du PIB de déficit de la balance courante. Donc ils sont excédentaires. Ça s'appelle la balance de base. Ils sont excédentaires en balance de base. Les Européens ne peuvent pas devenir déficitaires en balance de base. Donc, comme ils ont zéro d'entrée de capitaux à long terme, donc ils pourraient pourraient réduire leurs excédents extérieurs de 2 points de PIB. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais l'idée derrière, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, c'est de se dire que même si que les Américains ont les moyens finalement de financer ces déficits budgétaires colossaux. Finalement, font financer par le reste du monde à la fois leur déficit extérieur et leur déficit budgétaire. Et nous, même si on voulait le faire en Europe... Et nous, on n'a pas d'entrée de capitaux du reste du monde, donc on ne peut pas faire financer par le reste du monde nos déficits extérieurs ou nos déficits budgétaires. Et donc ça crée une asymétrie dans les possibilités d'intervention des États-Unis sur leur économie, et le Trésor américain a des moyens considérablement plus élevés que les trésors européens pour dépenser de l'argent public, pour réindustrialiser, pour attirer de nouvelles entreprises. Et ça ne pourra jamais changer, ça? Et c'est un cercle vertueux, parce que plus vous faites ça, plus vous modernisez rapidement votre économie, et plus vous êtes attrayant pour les investissements. Ce qui explique aussi l'écart de croissance, Patrick Artus, entre les États-Unis et l'Europe, c'est aussi ce consommateur américain qui dépense comme si demain n'existait pas, avec un taux d'épargne qui est quoi, 5 points, 5%, là on est à 18 en France. En France, oui. Il y a aussi un consommateur américain qui se déplaise, quoi. Ça, c'est conjoncturel. Il y a une partie conjoncturelle à l'écart de croissance, c'est que le taux d'épargne des Européens monte alors que le taux d'épargne des Américains baisse. Et a continué de baisser en 2023. Mais j'insiste sur la partie structurelle. Les États-Unis ont une capacité d'intervenir pour doper leur économie à base d'argent public qui est considérablement plus élevée que les Européens. Et il n'y a pas de raison que ça change. Non. Non, parce qu'à nouveau, le parallèle du cercle vertueux, c'est déprimant, c'est un peu déprimant. C'est le cercle vicieux européen. Si l'Europe est en compétition avec les États-Unis pour attirer des industries stratégiques, et si le Trésor américain peut mettre beaucoup plus d'argent sur la table que le Trésor européen, parce qu'il a des ressources empruntées auprès du reste du monde, alors que l'Europe n'en a pas, les investissements, comme on le voit, vont aller aux États-Unis et pas en Europe. Donc c'est le succès de l'Inflation Reduction Act et le semi-échec de Next Generation EU qui sont vraiment associés à cette asymétrie entre les États-Unis. Pourtant, on nous l'a vendu en nous disant que c'était l'équivalent américain, pareil, le plan européen. Oui, alors il y a d'autres différences. C'est que la technologie est très différente. Les États-Unis font des baisses d'impôts. Et donc, si vous avez un projet qui est accepté avec l'Inflation Reduction Act, vous le savez très vite et vous pouvez très vite financer ce projet. Vous allez voir vos banquiers ou des fonds d'investissement quelques semaines après avoir eu le feu vert du Trésor américain. En Europe, c'est des subventions. Donc il faut demander des subventions au niveau national. Le niveau national transmet la demande de subvention à l'Europe. Il faut attendre de la fin de ce processus qui peut durer des années pour que vous pouviez commencer à financer votre projet. Vous n'allez pas financer un projet qui peut-être ne va pas avoir d'argent européen. Donc la technologie américaine est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pragmatique que la technologie européenne. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.